Bienvenue Sultana en interview en toute intimité. Salut. Alors Sultana, tu es modèle et influenceuse et Oui, tu as dernièrement été victime d'une agression de la c'est part ça. d'un livreur Uber Eats. Alors au moment de cette agression, tu étais en live tout simplement Mhm. avec ta communauté sur TikTok, tu descends récupérer ta commande et là le drame que tu as vécu ce soir-là commence. Mm. C'est une vidéo qui a beaucoup indigné ta communauté et pas que ta communauté. Elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Énormément. Tu vas nous expliquer tout ça. Je te propose dans un premier temps de revoir la vidéo Ok. qui était en live au moment de cette agression et que tu as laissé sur ton compte. Tu nous expliqueras pourquoi juste après, ça se passe là. Je descends avec vous pour ma commande. Bonjour. Bonjour, Bonjour. votre commande. Oui, merci, mais vous pouvez juste la ramener. Ah, vous êtes un peu trop grand. Vous êtes un peu trop collant. Vous êtes belle, hein? C'est gentil. Merci. Je peux avoir ma commande. Oui. Vous pouvez la déposer. Ouais. Oui. Mais ça. Bon. Mais attendez 2 secondes les amis. Je suis à pieds nus, monsieur, vous n'avez pas à me la donner? Non, mais c'est bon, tenez la commande. Oui, mais je peux pas aller là-bas parce que je suis à pieds nus. Je suis à pieds nus. Bah alors, on est là. Oui. C'est vos vrais cheveux, ça? Oh. Hein? C'est vos vrais cheveux? C'est mes vrais cheveux. Je suis en live. Non, c'est pas mes vrais cheveux. Bref, c'est quoi la question? Non, mais t'as un mec. Hein? T'as un mec. Ma commande, c'est tout, en fait. Ah ouais? Oui. Je suis choquée. Je sais pas quoi dire, attendez. Avec du recul, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce moment que tu as vécu après coup? Bah, déjà, la vidéo a été partagée sur Facebook, Twitter, etc. Partout, des millions de vues, etc. Du coup, je l'avais pas vraiment forcément re-regardée, à part quand je l'ai postée. Et j'ai pas voulu re-regarder la vidéo. J'ai dû la regarder une fois le deuxième jour. Là, je vais la revoir. C'est vrai que ça fait pas bizarre, mais ça donne un peu la boule au ventre. Là, maintenant, je peux dire que j'ai un peu la boule au ventre. C'est juste le fait de réimaginer que en fait, je suis pas quelqu'un qui a. J'ai pas peur, généralement. J'ai vécu ce genre d'agression tellement de fois. Mais à ce moment-là, je sais pas, normalement, je suis censée être rassurée par ma communauté qui est dans le live. Un live que j'avais démarré il y a plus ou moins 4 heures. Parce que généralement, quand je fais un live, c'est toute la soirée, voire toute la journée. Parce que j'adore cet échange avec ma communauté. Sauf que là, j'avoue que j'ai eu peur et je savais pas quoi dire. J'étais là en mode. En fait, déjà, je me disais, si j'avais passé le portail de l'autre côté, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Parce qu'il y a une aura qui faisait que le livreur voulait que je passe derrière la porte, derrière le portail. Et puis même à ce moment-là, j'étais un peu en stress parce que devant chez moi, il y a énormément de motos et de livreurs. Et de l'autre côté, il y avait un autre livreur qui était là. Et je me dis, il regarde comme ça, tranquille, mais il réagit pas. Et il y a plusieurs facteurs qui font que j'étais là en mode, je savais pas quoi faire, j'étais un peu gênée. Quand je suis restée devant ma porte, je suis restée en mode, j'espère qu'un voisin va descendre et a vu ce qui s'est passé et me réconforter. Je suis restée 10 minutes devant ma porte en mode, j'espère que quelqu'un va venir me réconforter. À un moment donné, j'ai dit aux gens dans mon live, je vais arrêter le live, je suis pas bien, je sais même plus quoi dire, je sais pas, en fait, là, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui ait vu et qui soit près de moi, genre. Mais je regardais et il n'y a aucun voisin qui avait vu ce qui s'était passé. Et du coup, ben, j'ai décidé de remonter et j'ai continué mon live. Et là, après 4 heures encore en live, j'ai réussi à un peu... sauf que le lendemain, j'ai dormi et j'avais vraiment fait un cauchemar. Par contre, un cauchemar du style, je me faisais vraiment agresser. Et je sais pas, enfin...
il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte de ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Et moi, je me suis dit, ah, je suis forte, franchement, ça m'arrive tout le temps. Et là, en fait, je sais que le lendemain, j'avais super mal réagi, j'étais vraiment pas bien. Je m'étais pas reconnue. D'ailleurs, je suis retournée à Genève pendant une semaine. Pourquoi tu t'étais pas reconnue? Je sais pas, parce que j'ai un très fort caractère, je suis très forte. Euh, je pense que je voulais faire la meuf qui a bien réagi, ça me fait rien, genre. Moi, je trouve que tu as bien réagi parce que, avant même que ce livreur Uber Eats, tu nous diras d'ailleurs ce qu'il en est parce que tu as été en contact avec la plateforme Uber, avant même qu'il te pose l'horrible question t'es un mec, il te dit vous êtes belle, il te demande si ce sont tes vrais cheveux. Et toi, tu restes focus sur ta commande et tu dis peu importe, donnez-moi ma commande. Parce que tu es sidéré. Oui, en fait, ça arrive avec tous les livreurs. Ça arrive très souvent à des femmes, à des garçons, que les livreurs nous disent t'es belle, t'es mignon, ou tchiki tchak. Et du coup, généralement, quand on leur met un vent, moi j'ai l'habitude, quand je mets un vent à un livreur, le livreur part, je ferme la porte, et ça y est. Sauf que là, déjà, je viens d'emménager dans cet appartement, parce que de base, je suis de Genève, du coup, je viens d'emménager à Paris, du coup, c'est nouveau pour moi. Euh, et là, ce livreur, en fait, déjà, quand il est venu dans la pièce, il a approché plus son torse que la commande. C'est là que je fais wow, wow, wow. À ce moment-là, je trouvais pas ça bizarre, je me suis dit j'ai l'habitude. Je lui dis que voilà, stop. Et là, j'étais un peu gênée, mais je n'étais pas encore choquée. C'est-à-dire, tu pensais quoi? Tu pensais que c'était un lourdingue? C'est un lourd Vulgairement dingue, ouais, parlant. voilà, un lourd. Je pensais que c'était un lourd, genre un Et- gratteur. Mais ce genre de situation, un livreur Uber Eats, Deliveroo, je ne sais pas encore ce Mhm. qui existe, mais qui te dit simplement vous êtes belle, tu es belle, est-ce T'as que ce sont Snapchat, tes vrais cheveux, ta Snapchat, ou alors qui se rapproche de toi, c'est normal. Non, enfin, moi, d'habitude, je le prends bien. Je me dis, ah, c'est un compliment, etc. Ça va pas aller plus loin. Je vais fermer la porte et voilà, basta. Ils sont juste culottés. Leur travail, c'est censé donner la commande et tu pars et puis ça y est. Sauf que certains, bah, apparemment. Et j'ai eu beaucoup de retours, vraiment beaucoup de retours de femmes transgenres et de femmes cis, enfin, de tout le monde en fait. Et ça arrive, il y a même des personnes qui se font violer. Genre, j'étais choquée dans mes DM, j'ai plus lu les DM que de regarder les commentaires, etc. Et certains commentaires m'ont glacé le dos. Comment tu l'as senti, ce livreur? Tu dis il est arrivé vers moi en bombant le torse au lieu de donner la commande. T'as tout de suite eu un red flag? J'étais en mode, arrêtez, c'est bon, genre, j'ai compris, enfin, je te plais, genre. Sauf que il voulait pas me donner la commande. Sa main, il la mettait vraiment derrière lui, en mode, bah, tiens ta commande, tiens. Ah bah, comment tu veux que je la prenne? En plus, c'était derrière le portail, donc je pouvais vraiment pas la prendre. Et enfin, il était très intelligent, il voulait vraiment que je passe le portail, mais je sais pas pourquoi. Après, il a pas eu bon de se ramasser un vent, et du coup, ben, il a réagi comme ça. Comment tu l'as pris quand il te demande si tu es un mec, pour reprendre ces mots? Je sais pas. Sur le moment, en mode, je le prends mal parce que c'est en mode, tu me grattes et puis vu que je veux pas de toi, enfin, tu fais le mec, genre, tu fais ton genre. Je sais pas, bah, t'as quand même kiffé le mec, hein, au final, donc j'ai envie de te dire, t'as tellement kiffé que t'as pas eu bon, bah, que t'as montré comment tu pouvais être mauvais au fond, donc je sais pas. Non, en fait, juste déçu que ça arrive comme ça. Ça devrait pas arriver normalement. Donc, Qu'est-ce que tu as ressenti? bah, sur le moment, j'étais choquée, mais en même temps, j'étais triste parce que je sais que, en tout cas, le parcours d'une personne transgenre est ce qu'on vit la plupart du temps. Et je pense à toutes mes sœurs trans. euh, je sais qu'elles vivent ça aussi au quotidien et que peut-être qu'elles n'ont pas eu le même réconfort que j'ai eu la chance d'avoir. Et du coup, sur le moment, c'est ça qui me. Je sais pas, j'étais là, j'étais pas bien. Je pensais à tout. Je pensais pas qu'à moi, en fait. Je pensais à tout le monde. Et en même temps, on parle des transgenres que depuis 2 3 ans. Avant, c'est pas un sujet qu'on abordait. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était très triste et mal. Mais pas que pour moi. Vraiment, j'ai ressenti un mal-être pour toute ma communauté. Je crois que c'est une des premières agressions que j'étais pas là en mode
en mode oh mais on m'a agressé. Non, j'étais là en mode si ça arrive là comme ça maintenant, je pensais à mes sœurs et j'étais vraiment pas bien parce que ok certes j'avais la force et je pensais avoir une force nécessaire pour passer au-dessus de ça. Au final, j'avais vraiment pas la force nécessaire pour. C'est grâce à ma communauté que j'ai réussi à aller mieux. À quel moment tu décides de contacter la plateforme Uber Eats pour les prévenir? Bon, en fait, sur le moment même, j'étais en live et puis 10 minutes après, pendant le live, en fait, les 10 premières minutes du live, tous les abonnés qui regardaient, ils ont dit on fait une story, on fait une story. Donc là, déjà, tout le monde faisait des stories, etc. Je suis restée 10 minutes. Pour dénoncer? Oui, pour dénoncer. Puis je suis restée 10 minutes devant ma porte et là, je ne savais pas quoi faire. En fait, 10 minutes où je ne disais rien, j'étais choquée. Je lisais les commentaires, j'étais là. Et après, quand j'ai coupé le live, je me rappelle, j'étais sur le trottoir et je réfléchissais au sens de ma vie. Je regardais chacune des fenêtres dans la rue et je me disais, est-ce qu'il y a un voisin qui regarde, qui descend? Non, personne. Puis je suis remontée. Là, j'étais sur l'application, j'ai rempli le formulaire pour déposer plainte, etc. Au moment où je vais cliquer sur envoyer la plainte, j'ai enregistré l'image, etc. J'ai mis une image de la commande, ça ne voulait pas. Du coup, j'ai envoyé une demande de message et ça, j'avais pas eu encore de retour. Puis j'ai refait un live et c'est là que, allez, vers 2-3 heures du matin, il y a déjà des gens dans le live qui disaient qu'ils ont déjà reçu des réponses, etc. Donc Uber avait été très vite réactif face à ça, Parce qu'en plus, tu avais une vidéo. en plus. C'est-à-dire c'était Mais pas elle n'était pas prévu. encore publiée. Mais elle avait déjà été en live. Oui, certaines personnes l'ont remis dans leur TikTok à eux, mais de moi-même, elle n'avait pas encore été publiée. À quel moment tu décides de la publier, cette vidéo, de la rendre disponible En fait, pour tous? c'est le lendemain quand j'ai vu que, en fait, de base, je me suis dit, c'est un bad buzz, c'est une mauvaise histoire, quelle image je vais donner. Je fais non, je vais garder ça pour moi. Et je savais même pas qu'il y avait la rediffusion du live de base. Euh, et du coup, en fait, c'est le matin quand je me réveille, je fais un cauchemar, j'étais pas bien. Puis vers midi, je vois que énormément de personnes ont partagé des captures d'écran vidéo de ce qui s'est passé dans leur story. Et je me suis dit, ils l'ont fait. Donc, et après là, j'ai réfléchi à ce que j'allais dire, etc. Et j'ai fait un collage. Et même, déjà, il y a aussi quelque chose qui m'a donné envie de le faire. C'est que 1 minute avant d'aller chercher ma commande, je me faisais déjà verbalement agresser, mégenrer, entre guillemets, par des personnes. Et je pense que je voulais un peu dénoncer et qu'ils se sentent mal. Vraiment, là, je pense, j'avais vraiment envie qu'ils se sentent mal en mode oh merde, j'aurais pas dû. Et que des gens les croisent dans la rue et leur disent quelle honte. Genre, je sais pas, histoire que ça change. Voilà. Comment elle a été gérée concrètement, cette agression que tu as vécue par un livreur Uber Eats? Comment elle a été gérée par la plateforme Uber Eats? De base, je pensais que ça allait être. Ils allaient penser à leur image. Et c'est ce que je pensais jusqu'au lendemain. Sauf que quand j'ai pris du recul et que je regardais les messages qu'ils m'ont envoyés, j'ai fait attention à ce qu'on m'a dit au téléphone, parce que la femme m'a appelé 2-3 fois, elle m'a parlé pendant quand même 15 minutes à chaque fois. Ah, donc tu as eu un coup de fil d'Uber Oui, Eats. 3 fois. Une femme médiatrice, je pense. Donc si tu passes par là, merci, parce qu'elle m'avait vraiment. Ça se voit qu'elle a été payée pour rassurer les gens. Elle m'a vraiment. Au départ de l'appel, j'étais essoufflée, j'étais pas bien, j'étais stressée. Ensuite, j'étais très sereine. Et là, en tout cas, je les remercie parce qu'ils ont pensé à mon bien-être au lieu de penser à leur image. Et je m'attendais pas à ça, vraiment. Alors, tu m'as donné accès à cette conversation avec la Mhm. plateforme Mhm. Uber Eats. Donc on peut lire dans cette conversation qu'ils te disent: nous souhaitons vous confirmer que le livreur a été identifié et qu'il a été mis fin à son partenariat avec Uber Eats. Ils poursuivent en disant: notre partenaire Stop Homophobie est disponible pour vous accompagner psychologiquement et juridiquement. Ou encore, l'agression que vous avez subie peut être condamnée par la justice et nous faciliterons la transmission d'informations sur le livreur aux forces de l'ordre pour accompagner votre dépôt de plainte. C'est rassurant. Au départ, je me suis dit, c'est des paroles, du coup, je voulais attendre les actes, en fait. J'étais très réticente et, et j'attendais de voir. Vraiment, j'attendais de voir. Voilà. Ils t'ont mis en relation? Ils m'ont mis en relation avec l'association Stop Homophobie. Ils m'ont mis en relation avec une avocate. Et l'association en question m'a énormément aidée. Ils m'ont appelé énormément. Ils m'ont invité au restaurant également. Et c'était très... Franchement, j'aurais jamais cru. C'est là que je me suis rendu compte qu'avant, quand je vivais ce genre d'agression, au début de ma transition, quand j'avais 13-14 ans, ce soutien,
toute cette aide et tout ça, ça serait jamais arrivé. Et c'est ça qui m'a un peu rassurée. C'est que maintenant, les prochaines transgenres qui veulent oser passer le cap euh, pour s'assumer au grand jour, elles doivent pas avoir peur parce que franchement, elles sont bien. Parce que je sais pour avoir parlé en off un petit peu avec toi que tu me disais que une de tes craintes en publiant cette vidéo, c'était que des personnes qui voulaient réaliser une transition, ça les freine, ça les bloque par peur de tout ce qu'elles pourraient vivre Mhm. potentiellement. Oui, oui, c'est vrai que quand je me rendais compte des commentaires moi, je verrais ça en étant pas encore assumée à 100%. Je me dis que peut-être ça m'aurait un peu refroidi, ça m'aurait un peu fait peur. Et je sais que pour certaines personnes, ça peut être le cas. Et je voulais pas donner cette image en mode tu dois avoir peur de faire ta transition parce que tu vas vivre ce genre de choses. Je me dis que le combat de chaque personne dans la vie de tous les jours, c'est un combat de toute manière. Mais c'est vrai que le nôtre est un peu plus compliqué. Mais on le sait que au jour d'aujourd'hui, pour s'assumer comme on est, c'est déjà compliqué, c'est déjà un énorme combat. Donc tu sais de base dans quoi tu t'embarques, mais faut pas avoir peur parce que vraiment, maintenant, il y a des associations, des établissements, plus la communauté, vraiment, enfin, tout maintenant, enfin, il y a vraiment une sécurité derrière tout ça et j'étais très étonnée. Je m'attendais pas et c'est là que j'étais un peu rassurée quand même pour l'avenir. Hubert te met en relation avec un avocat, c'est pour te parler peut-être de façon plus juridique, t'expliquer quels sont tes droits, quels sont les recours que tu peux Ah non, avoir. parce qu'ils m'ont conseillé d'aller porter plainte contre le livreur, etc. Tu l'as fait. Ben, en fait, j'allais le faire avec l'avocate, sauf que elle m'avait fait un communiqué. J'ai publié le communiqué dans ma story. Et de là, elle me disait, on va se voir pour trier tes DM, parce que j'avais plus ou moins, allez, vraiment dans les 10 000 DM, ça m'a choquée. Du coup, je passais mon temps, à un moment donné, à lire, et j'étais contente. Et je lisais les histoires des gens, puis de là, un commentaire de haters, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, des gens qui me menaçaient et des livreurs qui me disaient on n'est pas tous comme ça, tu nous donnes une sacrée image, etc. Ah, donc tu subissais de la pression Oui, oui, de la part d'autres livreurs. vraiment le lendemain, le lendemain que j'ai publié la vidéo, au moment où j'étais censée déposer plainte, une fois que j'avais les infos du livreur, et j'étais déjà en relation avec l'avocate, quand j'ai lu le nombre de personnes qui me menaçaient, le nombre de faux comptes qui venaient m'écrire, j'étais à la lumière de chez moi et j'étais pas bien. Et toute la nuit, j'ai pas arrêté de lire toutes les DM, une après l'autre. Et le lendemain, enfin ce jour-là, j'étais dormir à 7 heures du matin et j'étais vraiment pas bien. J'angoissais, j'ai fait une crise d'angoisse, je transpirais, j'étais super mal. Dans vos échanges, la plateforme Uber Eats te propose donc de te fournir les coordonnées de ce qui est, donc on est d'accord, leur ancien livreur parce qu'ils s'en sont séparés, Mhm. encore heureux. Est-ce que tu les as, ces coordonnées? Les coordonnées de l'ancien livreur, Oui. je me rappelle que j'ai le nom dans mes emails, mais ni photo, ni nom de famille, rien d'autre. Donc qu'est-ce qu'ils t'ont fourni? Au final, je sais que l'avocate a dit qu'une fois qu'on serait au commissariat, on aurait les infos sur le livreur pour l'attaquer en justice. Donc elle, je pense qu'elle a les informations. Et voilà. Et toi, est-ce que tu souhaites déposer plainte auprès d'un commissariat? Est-ce que tu souhaites peut-être le faire par le biais de De moi-même, l'association? de base, je voulais plus jamais entendre parler de cette histoire. J'étais satisfaite de l'aide que Uber m'a apportée. Du coup, je ne voulais vraiment plus entendre parler de cette histoire parce que je me suis dit, ils ont été là, ils ont fait leur travail et ils ont été remarquables avec moi. Donc je me suis dit, ça s'arrête là. Après, si c'est pour que lui revienne devant chez moi, c'est ça que je me disais. C'est une crainte? C'était une crainte vraiment. Ça ne l'est plus? Mais parce que l'association m'a rassurée et c'est eux qui ont décidé d'aller porter plainte à ma place. Ah, donc il y a une plainte au Oui, moment où on je leur ai parle. dit qu'ils pouvaient le faire et du coup, eux l'ont fait. Voilà. Comme ça, si jamais il y avait quelque chose, bah, il aurait vu que c'était l'association qui a porté plainte. Et ils ont vraiment insisté et ça les tenait à cœur et je comprends pourquoi. Ouais. Ils ont compris aussi pourquoi moi j'avais plus le courage de raconter cette histoire. Cette semaine-là, je l'ai racontée, je pense, 20 fois. Vraiment, c'était horrible. Pourquoi aujourd'hui, tu as envie d'en parler? Pourquoi tu ressens ce besoin? De l'eau a coulé sous les ponts et je, j'ai lu énormément de commentaires face à la première interview que j'ai faite, etc. Et j'aurais aimé donner une version plus développée de l'histoire et peut-être la raconter différemment, parce que ça n'a pas été fait, ça a été fait vite la première fois.
C'est vraiment, je suis arrivée, j'étais directement devant la caméra et puis voilà, c'était un peu. Voilà. C'est-à-dire, t'as pas eu la sensation d'avoir C'était- le temps de c'était- raconter et ton c'était histoire? c'était le lendemain que j'ai publié la vidéo, donc c'était 2 jours après ce qui s'est passé. Du coup, enfin, je sais pas, j'étais dans les pieds dans le. T'avais peut-être pas encore pris assez de recul Oui, voilà, vraiment. à ce moment-là. Ouais, vraiment, j'avais pas pris assez de recul. Est-ce que tu recommanderas à nouveau sur Uber Eats? J'ai recommandé à nouveau chez eux quand je suis rentrée à Genève. J'ai recommandé chez eux. Ils m'avaient également fourni un bon de 200 euros. Ils que t'ont j'ai- fourni un bon de 200 euros, Oui, j'ai tellement commandé chez eux que j'ai utilisé le bon, donc voilà. mais en compensation de l'agression qui t'est arrivée? Oui, Ils t'ont donné 200 euros en Oui. bon oui, pour commander sur la plateforme C'est par ça. rapport à ce que tu as vécu. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette action? Mais je pense que si je pense au fait qu'ils ont contacté une avocate, l'association, ils ont vraiment pris le temps de répondre à presque tous les commentaires, vraiment. Je me suis dit, ils vont répondre à 2-3 personnes, non, ils ont vraiment répondu presque à tout le monde, vraiment. Donc je sais pas, mais je sais pas combien de personnes ont pris le temps de répondre, mais en tout cas, de tout ce qu'ils ont fait avec moi, je pense que je le prends bien, franchement. Je me dis que les autres fois où je me suis fait agresser, on s'est pas autant occupé de moi. Donc déjà, je pars de ce. C'est déjà bien, quoi. Tu parlais tout à l'heure du début du live où il y a deux personnes qui sont assez insultantes dedans. Moi aussi, en travaillant cette interview, je suis tombé sur ce passage-là. Est-ce que je peux te le montrer? Parce que ça m'a quand même choqué. Mhm. Et j'aimerais savoir quel est le but de ces lives et comment ces personnes arrivent en live avec toi. Regarde. T'es un travelo. Un frère. T'es pas Mais- humaine. Humain. mais- C'est un gars, wesh. T'es un t'es un. Oui, ouais, c'est un gars. Si tu veux pas être un garçon et que t'aimes les hommes, après tu te mets en fille. J'aime pas les gens comme toi, j'aime pas les travelots. Eh ben alors, tu appelles les travelots en caméra et tu viens les déranger. C'est vrai. Euh, alors, cette partie-là, je peux jamais, je peux plus me la voir, vraiment. Pourquoi? Déjà, dès que j'entends la première phrase, je coupe le son. Quand je voulais re-regarder la vidéo de l'agression, juste pour la première partie, je voulais pas. Qu'est-ce qui est dur pour toi? Mais ce genre de propos, c'est sachant que j'ai très confiance en moi et que, au fond, je sais que les personnes qui m'insultent comme ça et qui me mégenrent, c'est des personnes qui ont envie de moi et la plupart ont un mal-être en eux, qui n'osent pas se l'avouer, ils ont peur que les gens le remarquent, du coup, ils réagissent en insultant. La plupart, ils sont tous comme ça. Ils t'insultent devant leurs amis, etc. Mais au fond, derrière, c'est les premiers à trier sur Instagram, par exemple. Donc, techniquement, je ne le prends pas mal. Mais quand c'est en groupe comme ça, et quand ils sont si faciles à faire leur genre, à faire un cinéma et à sortir des propos ainsi, c'est vrai que c'est blessant. Après, c'est pas blessant au point que voilà, je vais être mal, mais c'est blessant quand même que moi qui suis très respectueuse envers les gens, et envers eux à chaque fois, dans chaque live, qu'on puisse me manquer de respect ainsi. Pourquoi ces personnes-là atterrissent sur ton live? De base, je fais un live pour discuter avec ma communauté, passer le temps. Et à Genève, quand je faisais des lives, je ne me faisais jamais insulter. Vraiment, les gens étaient super respectueux. Peut-être pas la même mentalité. Et du coup, ici, j'ai remarqué qu'ils étaient tous comme ça. Et je voyais qu'en commentaire, en fait, les gens aimaient bien ma façon de réagir et ma façon de les remettre à leur place. Parce que moi, généralement, quand ça arrive, j'ai une autodérision et un répondant de feu. Donc, je leur réponds de manière très distinguée et civilisée. Et généralement, ils n'ont rien à rajouter après. Et ça, c'est une chose qui me suffit amplement. De base, le live a commencé. Enfin, déjà, ils me font tous des invitations. Donc, moi, je n'invite jamais personne. Je fais qu'accepter les invitations. Des fois, ils sont respectueux, mais la plupart du temps, ils ne le sont pas. Et comme je le dis, ça commence très mal. Mais à chaque fois, ça finit bien parce que ça donne une bonne leçon à toutes les personnes qui me regardent. Et ça leur donne une bonne leçon à eux également. Parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui réagissent mal et qui insultent en plus, qui rentrent dans leur jeu. Moi, par contre, je n'ai pas été élevée de la même manière. Je ne vais pas rentrer dans leur jeu. Je vais juste simplement leur faire comprendre qu'on ne joue pas dans la même cour, qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je suis qui je suis, la tête haute. Et même ce qu'ils disent n'a pas lieu d'être. Est-ce que c'est une façon peut-être, je sais pas, tu vas me dire, mais de montrer
aux yeux de tout le monde, ce que tu peux vivre, ce que vous pouvez vivre au quotidien. Ah, mais clairement, c'est pour ça que je continue d'accepter ce genre de demande, c'est pour que ça continue de sensibiliser. Vraiment pendant les lives, que les personnes qui viennent dans le live de base pour enfin pas de part, je m'en fous si ils ont de la peine ou pas, mais s'il y en a qui peuvent avoir de la peine et que ça peut les faire un peu changer, tant mieux. Parce que se dire qu'ils voient une personne aussi calme et sereine que moi à chaque fois, se faire insulter comme ça et que je réagisse de façon très normale, ils doivent se dire: oh, la pauvre, son combat ne doit pas être ah, alors je vais arrêter peut-être de rentrer dans ce jeu aussi. Peut-être que je vais devenir une personne entre guillemets normale et civilisée et respecter la personne qui m'a pas porté atteinte entre guillemets. Tu me parles de ton enfance, tu me parles d'où tu viens, comment tout a commencé pour toi, Sultana? Du coup, je viens d'une famille islamique. Mon enfance était assez super bien déroulée. J'étais une enfant très gâtée. J'avais toujours ce que je voulais, ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé les jolies choses. Ma famille m'a laissé grandir avec tout ce côté féminin, parce que dans ma famille, il y a énormément de filles. Jusqu'à un moment donné où je commençais à avoir 10 ans, ma petite sœur est née. Et là, ils ont remarqué la jalousie que je pouvais faire part face à ça. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait un sexe féminin et pas moi. D'ailleurs, à l'école, je me rappelle que mes premières mauvaises notes, c'était déjà à l'âge de 6-7 ans, ma mère m'emmenait voir un psychologue. Parce qu'en fait, il y avait un problème chez moi, mais on ne savait pas ce que c'était. Et même moi, jusqu'à mes 15 ans, car je ne savais pas qu'une transition et être transgenre, ça existait. Moi, je pensais que, entre guillemets, c'était se travestir, et ce que je voyais à la TV, et ce que je pouvais voir de négatif. Donc, moi, c'était les ladyboys. Je ne pensais pas qu'on pouvait transitionner. Du coup, toute ma jeunesse, il y avait quelque chose chez moi, un manque. Je ressentais un manque. Je ne sais pas si ça venait du fait que j'ai pas de père, entre guillemets, ou je l'ai cherché. Tous les psys que j'ai vus, je leur expliquais ce que j'aimais, comment j'étais, etc. Eux, je ne comprends pas pourquoi eux ne m'ont pas dit que j'étais une personne transgenre, par exemple. Car clairement, aller à l'école avec les vêtements de ma mère, prendre la veste de ma professeure, un long manteau en fourrure et aller dans la cour avec, ce genre de choses, normalement, on est censé se dire, il y a un petit trouble. Ce que le corps médical appelle la dysphorie, c'est ça? C'est ça. La dysphorie de genre. La dysphorie de genre. Et du coup, je me serais attendue toute ma jeunesse qu'on me dise ça, car j'ai eu vraiment beaucoup d'événements qui ont fait que aujourd'hui, j'aurais dit, c'est une trans. Mais malheureusement, on ne m'a pas aidé. Mais par contre, ma famille a toujours su quelle était ma différence, mais ils n'ont jamais rien fait pour m'aider. Ton unicité. Mon unicité? Ouais, pas ta différence. Bah oui, mon unicité. Bah oui, faut arrêter, hein. Oui, T'es pas vraiment. Je suis pas différent, personne n'est unique. différent, nous On sommes est incroyable. nous parce sommes qu'on tous s'assume uniques. comme on est. Exactement, j'aime plus Oui. ce mot différence. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est difficile de s'en détacher face aux gens qui n'arrêtent pas de le dire, en fait. Je suis d'accord. C'est plutôt ça. Au final, on a pris l'habitude de répéter ce qu'ils disent. On va prendre ensemble une autre habitude. Oui, vraiment. Et du coup, à mes 13 ans, à la fin de mes 13 ans, ma famille, enfin, une personne de ma famille a vu une chose que j'avais faite. Donc, j'avais épilé mes sourcils. On était sur l'autoroute, ma soeur était à l'avant de la voiture. Je ne vais pas dire qui dans ma famille, mais s'est rendu compte de ça, a appelé ma mère sur le coup et a dit, bon, avant j'étais plutôt androgyne, mais genre, ton fils est pédé, c'est un zamine, etc. Genre, la personne m'a mégenré de dingue, la personne de ma famille. La personne m'a mis dehors de la voiture et du coup, ça s'est passé comme ça. Le jour où ma famille a su que, entre guillemets, j'assumais, enfin, le jour où ils ont compris que j'assumais, que j'ai compris que j'étais différente. Alors que pour moi, épiler ses sourcils, c'est bête. Hein. Après, c'était en quoi? C'était en 2012. Voilà quoi. De là, quand je suis rentrée le lendemain, donc chez cette partie de ma famille, je voyais que toutes mes affaires étaient dehors. Et du coup, mon seul choix était de retourner chez ma mère. C'est ce que j'ai fait. Et ma mère, pendant les 3 premières semaines, ne me parlait pas. Elle réagissait très mal, elle ne comprenait pas, elle était très triste parce que dans les familles musulmanes, on est très famille. Et du coup, ben, elle a réagi comme eux. Et de mes 13 ans jusqu'à mes 14 ans, enfin vraiment les derniers mois de mes 13 ans, j'ai vécu chez ma demi-sœur jusqu'à ce que je déménage dans un garage. Et voilà.
donc très jeune. C'est peut-être ça qui fait que je suis super mature, c'est que j'ai été livrée à moi-même très jeune. Mais avant que tu déménages dans un garage, il me semble qu'il y a une personne de ta famille, tu me dis si je me trompe, hein, Mhm. mais qui t'a envoyé dans une école de garçons spécialisée en menuiserie, Ça, en maçonnerie. oui, ça c'était, en fait j'ai été envoyée dans 2 internats différents, enfin dans 2 homes on va dire, dans 2 internats différents. J'étais en contact avec des assistantes sociales qui ont fait, à la fin ils m'ont quand même aidé à pouvoir être émancipée. J'ai été, en fait, à mon retour du bled, parce qu'il m'envoyait chez mon père, en fait, de base, pour me remettre sur le droit chemin, parce que c'est une figure masculine, et je ne l'avais pas vu depuis que je suis née, entre guillemets. Du coup, je ne le connaissais pas. Moi, je pensais que j'allais pouvoir assumer qui j'étais, et du coup, que ça allait bien se passer. Au final, ça s'est super mal passé. C'était un réel traumatisme pour moi. Quand je suis rentrée, ils ont décidé de me mettre dans une école où il n'y a que des garçons. J'ai dû fabriquer des petits murs, des tables en bois, je peignais des murs, enfin, je faisais de la soudure. Je sais comment on fabrique un, un chandelier là, pour mettre les bougies en serpent. J'étais douée, hein, parce que j'étais obligée de faire ça, mais sinon, j'étais obligée de faire ça. Alors que ça ne me ressemblait pas du tout et je me faisais frapper presque tous les jours parce que je me tenais d'une certaine manière. Je disais que j'aimais certaines choses. Par exemple, j'aimais Anna Montana, etc., des trucs du style. Du coup, je me faisais frapper. C'était horrible. C'était horrible. Vraiment, c'était... Et à ce moment-là, quand ça arrivait, il n'y avait pas l'aide qu'il y avait aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très reconnaissante face à la société au jour d'aujourd'hui. Comment on se construit? Comment on se construit? Ouais, quand on a vécu autant de troubles, enfants, adolescents. Euh, Troubles, dans pas de mon- soi, oui. troubles venant des autres. Dans mon cas, je pense vraiment que j'ai pris l'habitude. Les premiers mois et les 2 premières années, ça arrivait tellement souvent que j'étais renfermée sur moi-même. Déjà, avant de m'assumer, j'étais très gênée, j'étais très timide, je parlais jamais. Du coup, j'étais vraiment très traumatisée en fait. Jusqu'au jour où je décide de passer le cap. De t'émanciper. Oui, voilà. Et là, j'ai commencé à avoir une force qui se crée et me dire, j'ai qu'une vie, je suis moi, je vis pour moi. C'est pas les gens qui vont vivre pour ma vie et la combattre à mes côtés. C'est mon combat et je dois réussir à trouver la force. Du coup, j'ai préféré ne jamais réagir à chaque fois parce que je sais qu'un jour, ça n'arrivera peut-être plus. C'est ce que je me suis toujours dit. Et de fil en aiguille, je suis devenue ce que je suis. Et je ne regrette pas vraiment. D'où tu tiens toute cette force? Franchement, je pense que c'est des rêves. Parce que j'ai toujours rêvé d'un idéal de ma vie. J'ai eu des rêves. En fait, quand j'étais dans les internats, etc., je faisais tout pour me faire renvoyer. Et du coup, les périodes où j'étais renvoyée, je regardais des séries à chaque fois. Et cet univers magique, etc., je me retrouvais beaucoup dedans. Et en fait, j'étais jeune, du coup, j'avais le rêve d'être comme ça. Et du coup, c'était un peu ça. En fait, je voulais trouver la force pour un jour devenir comme ça. Ce qui a fait que j'ai voulu devenir influenceuse, etc., et modèle. C'est vraiment... J'ai toujours eu ce rêve de montrer que je suis vraiment quelqu'un. Et je ne me suis jamais trompée sur moi. À mes yeux, je suis quelqu'un. Parce que je m'assume comme je suis. Et voilà. C'est quoi ton rêve pour toi? C'est quoi ton rêve pour tes sœurs, comme tu les appelles? Mon rêve pour moi et pour mes sœurs, franchement, c'est un jour sortir dans la rue, tout ensemble, et qu'il n'y a personne qui nous regarde en mode, genre, regarde, ou qui veulent nous filmer, ou qu'on puisse marcher de façon normale, on va dire, entre guillemets, qu'on ne se fasse pas zioter de tous les côtés, déjà, qu'on soit respecté et qu'on soit considéré comme tout le monde. Est-ce que vous êtes considéré par notre société, Actuellement, par pas. le gouvernement? Franchement, on a certaines aides, mais je pense que on peut mieux faire quand même. On peut vraiment mieux faire. Quelles aides vous avez? On a l'ALD ici, les aides au niveau des chirurgies. Qu'est-ce par que c'est exemple. l'ALD? L'ALD, c'est une sorte de mutuelle, c'est une sorte de sécurité sociale qui aide. C'est un service qu'on doit souscrire si on veut avoir des hormones, etc. On doit être
suivie par un psychologue pendant 2 ans. Après, moi, c'est ce que mes amis m'ont dit. Moi, j'ai fait à ma manière, parce que j'étais très déterminée. Du coup, j'ai fait les choses un peu en black. Et, C'est quoi ta manière? à ma manière, c'est que quand j'étais jeune, j'étais un peu enrobée. Du coup, j'avais toujours eu des petits seins. Et quand j'ai maigri, la seule partie de mon corps que j'ai pas perdue, c'était la partie ici. Du coup, j'étais chez la chirurgienne et je lui ai dit que je prenais des hormones depuis 1 an. J'avais plus ou moins 16, 15 ans. Et du coup, elle m'a fait mes seins 1 mois après. Alors qu'en réalité, je venais de commencer ma transition il y a 1 mois. Et du coup, j'ai un peu... Voilà, j'ai un peu... En fait, pour moi, c'était un trouble obsessionnel compulsif. Vraiment, je pensais à ça toutes les heures, tous les jours. Je regardais des photos sur Internet. Je voulais que mon physique me rende mieux dans ma peau et que je ressemble à mon idéal de mon être à l'intérieur. Après, le physique ne définit pas le genre du tout. Mais moi, pour être mieux et pour pouvoir combattre les gens négatifs de tous les jours, j'avais besoin de ces chirurgies. Je voulais qu'on se dise, ah, elle, c'est quelqu'un. Et genre, on va pas l'insulter, on va pas l'agresser. Je pense que c'était ma manière de trouver ma force. Pourquoi dis-tu que le physique ne correspond pas au genre du tout? Parce que on peut être une fille ou un garçon et ressembler à tout le contraire. Le genre, à mes yeux, ne définit pas le style, la façon de s'habiller, la façon de se comporter, etc. Ça n'a rien à voir. On peut très bien être une personne transgenre et ne pas vouloir faire des chirurgies ou etc. On peut très bien rester très naturel. Moi, par contre, ma force, c'est j'ai voulu vivre mon combat en faisant certaines chirurgies pour peut-être qu'on me laisse tranquille. Après, j'ai remarqué que ça ne change rien, donc voilà. Après, ça m'a quand même rendu bien dans ma tête, donc voilà, je regrette pas. On parlait d'avancée. TF1 a diffusé une série à heure de très grande écoute en prime time à 21h qui s'appelle Il et Elle, avec Ok. une actrice Oui. d'origine transgenre sur TF1. Ah, mais maintenant que tu me dis ça, j'ai vu dans mon feed TikTok ou Instagram qu'ils avaient mis IL dans un dictionnaire. Mais c'est ça que je trouve qui est un peu pas top, c'est qu'ils l'ont mis juste dans un dictionnaire. Mais en fait, je pense que pour que les choses changent, il faudrait que dans toutes les écoles, on enseigne à tout le monde, par exemple, le pronom IL. Ce qui fait que le jour où on se pose la question est-ce que c'est une fille ou un garçon, on ne va pas dire il, on ne va pas dire elle, on dira IL. Si les jeunes sont éduqués à ça pour les next generation, ça pourrait avancer les choses. Il est quand même pas mal moqué, hein, ce pronom Yel, sur les réseaux sociaux Oui. par une partie de politique, par certains membres de la société. Tu le comprends, ça, toi? Je pense que c'est des personnes âgées qui ont peur du renouveau. Enfin, ils ont peur de l'évolution, je sais pas, ils veulent faire... Le langage doit évoluer avec notre société aussi. Oui, vraiment. Bah, il évolue de jour en jour de différentes manières, donc je vois pas pourquoi pour nous, pour notre bien-être, il pourrait pas évoluer de cette façon-là aussi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avec ma communauté pour l'avenir, Sultana? Mais franchement, je sais pas, je dirais que ma vie continue comme ça, du bonheur, parce que je suis quand même très heureuse dans la vie que je mène aujourd'hui, je m'assume complètement, la tête haute, et je suis fière d'être qui je suis. Donc, Et puis tu as 22 ans, tu as 1 milliard de choses à faire encore devant encore toi. oui. La vie s'ouvre à toi. Oui, ça fait plaisir de voir que, face à comparer quand j'étais jeune, que les choses aient évolué comme ça. Donc je souhaite que ça évolue encore plus, franchement. Mais ce sera le cas, Ouais. c'est certain. Sultana, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, ton compte TikTok, sur lequel tu es en live, mais H24, hein, quasiment. C'est sur TikTok, hein? Je suis plus sur Instagram, mais TikTok, oui, j'ai recommencé, là, ça fait depuis ça. Et c'est sultana.doll sur TikTok, et de toute façon, c'est la même chose sur Instagram, c'est aussi sultana.doll. Sultana, je te remercie de nous Mais avoir merci à partagé toi. une partie de ton histoire. Je suis convaincu, c'est pas que je suis convaincu que c'est très important. Tu as eu bien fait d'en parler et de ne pas rester dans le silence. Vous avez la barre de commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de ce témoignage avec Sultana, de cette interview avec Sultana, avec bienveillance, bien sûr. Et on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Et d'ici là, soyez prévenants et soyez bienveillants. À bientôt.